Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 52 minutes avec. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui avec un petit montage d'images qui, loin de résumer le long et riche parcours, l'engagement et la passion de notre invité, en donne un tout petit aperçu. Regardez. Des couvertures de livres, nous en avons vu défiler une petite centaine parce que le temps ne nous permet pas de faire défiler les couvertures des 2000, voire plus de livres qui ont vu le jour grâce à la volonté, la patience, le cœur et la persévérance de notre invité durant plus de 4 décennies. Notre invité d'aujourd'hui est Abdelkader Tnani, président de l'Union professionnel des éditeurs du Maroc, co-président de la Fédération des industries culturelles et créatives et fondateur et directeur de la maison d'édition La Croisée des Chemins, une maison pionnière de l'édition marocaine en langue française, arabe, amazigh et anglaise, avec comme devise la liberté d'expression, de temps et d'idées, l'engagement dans l'action et la citoyenneté de cœur et d'esprit. Bien plus qu'un éditeur, Abdelkader Tnani s'est investi d'une mission qui relève d'un défi d'un sacerdoce, celui de garantir le droit à l'information et à l'expression au Maroc, mais aussi au Maghreb et en Afrique, et de faire aimer l'écriture et la lecture à tous, à commencer par les enfants et les jeunes générations. Un amour qui, selon ses propos, a fait de sa vie et de sa profession une conjonction bénéfique, un amour qui lui a offert des moments d'une intensité de sens indicible, ineffable. C'est un résistant du livre et de la culture, un homme doué d'une résilience surprenante face à un monde qui s'écroule. Certains n'hésitent pas à le décrire comme un acteur de la scène culturelle qui a révolutionné l'édition et là, le qualifie de premier éditeur au Maroc et en Afrique. Je ne pense pas qu'il soit sensible à la flatterie, lui qui pense qu'éditer, c'est avant tout encourager à penser, proposer, à aimer, partager une passion et donner à réfléchir. Sa maison d'édition, il l'a décrit comme une invitation à rêver, à rire, à pleurer à travers des livres. Ces haltes salvatrices, c'est plus que jamais nécessaire dans un monde fou qui ne sait plus s'arrêter, qui court parfois sans repère. Les livres sont des moments pour vivre dans l'ailleurs, mais aussi le présent, qui n'est autre que l'éternel. Abdelkader Tnani a été consultant de l'agence intergouvernementale de la francophonie de 1990 à 2005 pour la zone Afrique et également auprès de l'UNESCO. Il était aussi ancien secrétaire général de l'Association des éditeurs africains francophones, membre depuis 1992 du conseil d'administration du Centre africain de formation des éditeurs et libraires, organisateur, président du Congrès international des études francophones sous l'égide de Feu le roi Hassan II. Il est aussi ancien secrétaire général de l'Association des éditeurs africains francophones et président fondateur de l'Association marocaine des professionnels du livre. Abdelkader Tnani a d'autres passions, d'autres talents insoupçonnés qu'on découvrira pendant cette émission. En 1992, il a été décoré par le roi Mohamed VI, à l'époque prince héritier de Wissam Alaoui, en tant que président du Raja de Casablanca, le club mythique avec lequel il a remporté le championnat du Maroc en 1998 et son premier championnat des clubs champions d'Afrique en 1989. Il a aussi été décoré, entre autres, honneurs des insignes d'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française en 2013. Et il nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Monsieur Tnani, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Je suis très flatté de toutes ces choses sympathiques, agréables que vous émettez à mon encontre et je vous remercie. C'est juste une petite partie de votre parcours qu'on a essayé de relater qui est très, 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 très riche. On va revenir aux origines pour comprendre d'où est-ce que vous êtes venu, comment vous êtes tombé dans l'édition, les livres, vous êtes tombé tout petit. Vous êtes né dans un quartier mythique, vous êtes un Casablancais. Pur Casablanca. Pur Casablanca. Un vrai Casablancais, comme dirait Drb Sultan.
Ah oui. C'est quand même l'endroit où le nationalisme a débuté, a montré ses preuves, son courage, ses hommes. C'est un des rares quartiers au Maroc où il y avait à l'époque, entre 52 et 53, où il y avait les troupes, les Sénégalais, qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, qui encerclaient le quartier pendant une semaine. C'est-à-dire que les familles casablancaises ne pouvaient pas sortir, ni aller acheter des vivres, ni rien, mais c'était forcé, c'était une prison en plein ciel, ouverte, mais personne ne pouvait sortir. Oui, parce que c'était le cœur de la résistance. C'était le cœur de la résistance. Voilà. Et on voit une photo magnifique. Racontez-nous, M. Retnani, l'histoire de cette photo. C'est vous tout petit? Alors ça, c'est moi tout petit, avec mon père, qui était, pendant les événements, je pense que depuis bien avant ma naissance, il a commencé à apporter Tarbouch Louatani qu'on appelait, c'était le fez, oui. mais qui était, il le portait. Tout un symbole. Tout un symbole, oui. Parce qu'il a été aussi, il a passé quelques mois en prison à El Jadida lors d'un fameux attentat au marché central à Casablanca en 1952. Et voilà, donc je suis avec mon père, qui était un homme très élégant. Vous aussi, vous êtes habillé très élégamment. Absolument. Vous avez un petit foulard, une petite écharpe comme votre papa? Absolument, absolument. Je n'avais pas le fez, Tarbouch, mais mon père était très élégant. Et on sortait, on était le boulevard Mohamed V, la rue qui, pas loin où il y a la librairie Farrer. Et le photographe qui nous a pris cette photo est un homme, Allah yatawwal umro, c'est Mohamed Maradji. Maradji, à l'époque, c'était un photographe dans la rue qui prenait des photos. Ah oui, c'est toute une histoire, parce qu'un jour, il faudrait peut-être écrire l'histoire de ce photographe qui, grâce à Abdelrahman Yousfi, est arrivé à devenir photographe de presse, et puis il s'est perfectionné, et il est devenu le photographe des Trois Rois. Oui. Et il a une bibliothèque. Je pense que cette bibliothèque devrait un jour être remise à la Bibliothèque nationale pour qu'elle puisse être aux archives, parce que c'est le Maroc en photo et l'histoire de l'évolution. Absolument. Et lui-même, c'est une mémoire vivante. C'est une mémoire. Alors, la seule différence que nous avons, tous les deux, c'est que Ana Ould Drb Sultan, Medina al-Qdima. Mais il est rajaoui. C'est rare. On va venir au Raja. Mais pendant votre enfance, est-ce qu'il y avait des livres à la maison? Vous lisiez? Comment vous êtes tombé dans la lecture? On reviendra pour commenter cette photo, mais c'est avec votre sœur ici? C'est avec ma sœur. Mon père était d'une fratrie de 7 frères et sœurs, et c'était le seul qui a eu 2 enfants. Les autres tantes et oncles, ils avaient Sbat, Mnia, le champion c'était Tsoud, et mon père qui était en avance un petit peu, il n'avait que le certificat d'études à l'époque, et qui maniait la langue française. Alors moi, je suis arrivé, si vous voulez, donc tout le cycle primaire et secondaire, mais le cycle primaire était important parce que je suis élève le collège musulman, c'était l'école des fils de notables, boulevard Victor Hugo. Quel était le métier de votre père? Alors mon père, c'est pour ça que je suis j'ai toujours un amour pour l'Afrique. Mon père était importateur de bananes. Et il travaillait au marché de gros. Et le marché de gros, c'était les gens qui partaient à 4 heures du matin et qui travaillaient, puis ils terminaient à 8 heures. Donc lui, son travail, c'était, puis l'après-midi, il était à la maison. Il voyageait, il était cinéphile à l'époque et il voyait pratiquement, moi je l'ai toujours vu, avec 3-4 films par semaine qu'il voyait. Il a adoré ça et il lisait la presse. Oui. Et c'est comme ça que moi, on avait la chance, au boulevard Mohamed V, il y avait un monsieur qui avait un kiosque de journaux et qui vendait les journaux et qui vendait aussi beaucoup de BD. Oui. Et étant ami à mon père, mon père m'achetait une BD par semaine, mais lui me prêtait des BD que je lui rendais, mais il fallait qu'elle ne soit pas abîmée. Bien sûr. Alors ce qui fait que la BD, les illustrations, Blake le Roc, Lucky Luke, Zambla, Raon, tout ça, moi j'ai toujours rêvé ça m'a fait toujours rêver.
Et puis, comme il fallait les rendre intacts, on en prenait soin. Il avait de la valeur, le livre. Ça vous a aussi appris qu'un livre, ça a de la valeur. Le livre était sacré chez nous à la maison. Sacré. Alors, vous étiez bon élève à l'école? J'étais très mauvais en mathématiques. D'accord. Et ça m'a handicapé tout le temps, mais j'étais excellent en histoire, en français. Mais l'histoire, j'étais le meilleur et j'avais toujours rêvé d'être professeur. D'être professeur, ça c'était votre rêve. Vous avez dit un jour que il est très important, il y a la culture, mais aussi le sport. La culture et le sport, ils doivent aller de pair dans la formation et la construction de la jeunesse. Et vous étiez un grand sportif. Pas tout le monde, peu de gens le savent. Racontez-nous cette histoire, et pas n'importe quel sport. À l'époque, on pouvait. C'était un sport de riches. Enfin, on ne connaissait même pas. On peut dire que c'est mais je suis arrivé tardivement à ce sport. Mais le premier sport où mon père m'a inscrit, ça a été la natation. Déjà, la natation, c'était pas la porte. Et à l'époque, il y avait à Casablanca un seul club. Et ce club, il y avait le RUC, il y avait le RAC, mais il y avait un club nationaliste, si l'on veut, qui s'appelait le WAC, le Wydad. Et mon père m'a inscrit, alors que mon père est un vrai Rajaoui. Il m'a inscrit parce qu'il fallait une licence pour concourir, et j'ai commencé à l'âge de 11 ans, je me suis inscrit. Alors, l'âge de 11 ans, c'est vous êtes pupille, vous êtes cadet, puis vous passez junior, et j'ai été, alors il y avait au Maroc à l'époque, dans les années 58, il y avait deux championnats, il y avait le championnat international et le championnat national. Et moi, j'avais mes meilleurs copains qui étaient français, c'était Jean-Louis Kouadza qui était champion du Maroc et champion d'Afrique du Nord. Et moi, j'étais le champion national. De natation. Natation, je terminais toujours deuxième. Et le français, Jean-Louis Kouadza, était toujours là et il était premier parce que... Et en plus, dans cette compétition, ce n'est pas des dizaines de minutes qui font la différence, c'est 2 dixièmes de seconde ou 3 dixièmes. Pourquoi ces choix? Est-ce que c'est votre père qui choisissait? Pourquoi? En principe, quand on est fils de Derb Sultan, c'est le foot, directement. C'est le foot. Ah, mais ce que j'ai appris, moi, avec mon père, et ça me fait plaisir qu'on en parle, mon père a été, avant qu'il soit dans le commerce comme ça, il a travaillé maître d'hôtel dans les wagons-lits. Oui. Et les wagons-lits qui étaient français, international, et qui faisaient, lui, le Paris-Bruxelles avant la Première Guerre mondiale, enfin la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire il était rentré au Maroc en 1938. Il a senti que ça n'allait pas. Donc mon père était très moderne. Il était moderne, et la chose que je retiens toujours chez nous à la maison, c'est qu'il y avait le fameux le radiophone où il y avait c'était un gramophone? Gramophone, où il y avait le micro qui lançait, qui était très gros et tout. Oui. Et on écoutait, mon père à l'époque écoutait il y avait les grands classiques d'El Mohamed Abdel Wahab ou Farid Atrache. Mais il avait aussi Edith Piaf. Oui. Il avait des grands noms de la musique, Aznavour. Oui. Et donc, moi, j'ai été imprégné dans cette... Et à la maison aussi, comme il était importateur de bananes, de fruits exotiques, son partenaire associé était français. C'était quelqu'un qui était de Haute-Savoie, de Grenoble. Donc, il venait très souvent. Et on était donc c'était Derb Sultan. Il y avait une maison qui était... Oui, donc une maison avec une enfance avec beaucoup d'ouverture, où la culture et l'art sont présents. Absolument. Et le sport. Comme il n'avait que 2 enfants, il a misé sur... Ma sœur, que vous avez vue ici, a été premier prix du conservatoire de Casablanca en piano. Et elle est partie, Allah yarhama, elle est partie avec la Covid, malheureusement. Et elle a été donc lauréate du conservatoire de Strasbourg également. À l'époque, ça a été la première marocaine et qui a fait un discours d'ailleurs, la Dar el-Bacha, en 1955, quand Mohamed V est venu à Casablanca. Elle a été choisie pour faire un discours en arabe. Elle était au certificat d'études. Oui. Et ça a été donc des moments mémorables et qu'on n'oublie pas de sitôt, et que maintenant... ce soir, je vais peut-être dormir de très bonne heure. Parce que ça me fait plaisir de revoir tous ces moments. Oui. Alors, comment vous êtes... de la natation au jet ski, parce que jusqu'à un certain moment,
Bon, le jet ski, c'était après votre bac ou avant? Après. Après. Ça a été en 72, 71, disons, 71. où je me suis... J'étais avec un copain qui est un grand avocat à Casablanca et on a décidé d'apprendre le ski. Et on a appris le ski à Mohammedia. Oui. Et la première semaine où j'ai appris ça, je me suis fait éclater une côte. Je suis resté 4 jours au lit, je ne pouvais pas bouger. Mais après, et on avait la chance à l'époque, tout en étant à Casablanca, on pouvait aller au port de Casablanca, entre midi et 2, faire du ski. Et c'était quelque chose. Et puis après, on a fait des compétitions dans le nord du Maroc, à Cabo Negro. Et vous étiez champion du Maroc? Disons parmi les champions. Parmi les champions. Je ne suis pas champion en tout. Je ne savais même pas qu'il y avait du jet ski à l'époque et qu'il y avait un championnat. Oui, ça, là, je croyais que c'était un sport non, assez c'était le récent. ski et on faisait Tétouan Martil, Tétouan Mélia, Tétouan Ceuta. Donc c'était des compétitions qui se faisaient pendant le mois de juillet-août. Oui, vous avez une belle enfance, bien remplie Magnifique. sur le plan Grâce à culturel, Dieu. sportif. Ah oui, magnifique, que du bonheur. Et quand vous avez eu votre bac, vous n'étiez pas bon en maths. J'étais très Vous mauvais avez en choisi maths. quelle Et puis branche? moi j'avais choisi une option moins compliquée parce que j'avais la possibilité d'aller faire mes études soit au lycée militaire de Darbeda, parce que j'avais 2 copains qui sont partis, parce qu'il fallait faire il y avait un concours pour devenir officier et j'avais envie de faire ça. Et ma mère, ayant un fils unique, ne voulait pas. Vous vouliez embrasser une carrière militaire? Je voulais embrasser une carrière militaire. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien la discipline, j'aime bien la rigueur. Mais ça vous éloigne de vos 2 mondes? Pas du tout. Moi, un de mes grands amis, Allah yarhamou, c'était Bamous, qui était capitaine de l'équipe des phares. Oui, et qui était un copain et qui était... C'est lui-même qui m'avait fait tenter pour aller. Et j'ai choisi une option agricole. Il y avait moins de maths pour moi. Agricole. Donc c'était quoi exactement comme étude? C'était l'école d'agriculture de Meknès. Et après, donc, j'ai fait un parcours. Je n'étais pas bien là-dedans. J'étais un peu... Alors là, j'ai été un agitateur au niveau des idées. Donc, j'acceptais pas ce qui était fait, je faisais bouger, je n'étais pas bien apprécié. Vous étiez fonctionnaire pendant un moment? Non, j'ai pas été fonctionnaire. Vous avez fait l'école d'agriculture? Non, moi je n'ai jamais été fonctionnaire parce que c'est difficile pour moi. Je vous vois mal. C'est mon tempérament qui veut que jusqu'à mon âge maintenant, c'est une petite anecdote. Avant de venir vous voir aujourd'hui, j'ai été voir ma cardiologue. Parce que j'ai fait un petit test et tout, il m'a dit, monsieur Etnani, donc à midi, aujourd'hui, il me dit, monsieur Etnani, votre cas m'intrigue. Je dis pourquoi? Il me dit, je n'arrive pas à comprendre parce que vous n'avez pas mal, vous ne souffrez de rien, vous travaillez parce qu'elle m'a posé est-ce que j'ai certains symptômes? Je lui ai dit non, il me dit, parce qu'elle m'a dit de ralentir mon travail. Je lui ai dit, mais je veux ralentir, mais pourquoi? Il me dit non, mais je ne comprends pas. Et vous êtes un cas d'école et je vous assure qu'on est en train de travailler 4 ou 5 cardiologues pour voir comment vous pouvez, vous n'avez ni mal à la tête, ni souffrez rien. J'ai dit, grâce à Dieu, grâce à mon travail. Parce que je suis en plein dedans. Et le dimanche, c'est le seul jour où je ne travaille pas. Je m'occupe autrement, mais j'attends avec impatience le lundi pour être au bureau. Je suis le premier qui arrive au bureau et je suis le dernier qui part au bureau et je suis un homme heureux dans mon travail. Vous êtes heureux parce que vous êtes passionné. Moi, je voudrais savoir comment vous êtes justement passé de l'agriculture à l'édition, parce que c'est grâce à la BD. Grâce à la BD, vous avez commencé par la BD au début? Non, j'ai pas. Moi, c'était la BD qui m'a. Moi, j'avais à la maison, j'avais une chambre où il y avait que de la BD. Je lisais énormément, j'adorais ça. Et puis, il y a eu une opportunité. Donc, j'ai travaillé dans une grosse entreprise marocaine où je n'étais pas fonctionnaire, il faut le savoir. Où c'était après des études à l'étranger, je suis revenu et je devais travailler dans cette entreprise pour le jus. C'était une société qui fabriquait des jus. J'ai travaillé 3 ans. Et puis, le démon de la littérature, de l'écriture de la BD m'a repris. D'accord. Et je me suis lancé, c'est quand même important de le savoir, et je dis aux jeunes aussi,
J'ai vendu tout ce que j'avais. Ce que je voulais vous demander, pour se lancer dans une pareille aventure, il faut de l'argent, il faut des moyens. J'avais une maison, j'ai constitué une maison, j'avais une voiture, j'avais ce fameux bateau pour faire du ski. Ben, j'ai tout vendu. C'était pour la maison d'édition Edif. Pour la maison d'édition Edif. Avant de parler d'Edif et de la suite, on va s'arrêter parce qu'il y a une rubrique dans cette émission qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir l'objet que Abdelkader Tnani, ou les objets, je pense, qu'il a choisi de venir partager avec nous. Le dôme. Monsieur Tnani. Ah, d'accord. Il y en a d'autres? Trois. Ah oui, vous avez ramené 3 objets. Parce que c'était difficile pour vous de faire... C'est complémentaire pour moi. Racontez-nous l'histoire de ces objets. Alors ça, là, je vois du sable. C'est du sable de la Marche verte, 1975. Pour moi, j'ai eu la chance, avec un homme extraordinaire qui est actuellement Wali d'Agadir, c'est Ahmed Haji. On a fait des livres sur le Sahara, magnifiques. J'ai eu le privilège d'être félicité personnellement par Sa Majesté Mohammed VI pour ce travail en 2006. Et pour moi, j'ai trouvé que cette poignée de sable si vous voulez, c'est un serment que j'ai prêté de dire il faut que le Sahara puisse, non pas c'est notre Sahara, mais qu'il puisse être rayonnant à travers le monde, qu'il soit partout et qu'on montre qu'à partir de rien, parce que moi je connais le Sahara et en particulièrement l'Ayoun, qui était de 20 000 habitants à maintenant plus de 325 000 habitants, avec plus de 45, je reviens d'arriver de l'Ayoun où je travaille sur un projet, 45 jardins publics dans cette ville de l'Ayoun, avec une infrastructure extraordinaire. Oui. Et tout ça, c'est la volonté d'un roi, c'est la volonté d'un peuple, et c'est un serment de ne pas oublier les 350 000 Marocains qui ont marché. Et pour moi, il est sur mon bureau. Et depuis quand avez-vous ce... Moi, je l'ai depuis 80. Depuis 80. L'autre objet, c'est une carte de l'Afrique. Alors ça, c'est une carte de l'Afrique. C'est un hommage qu'on m'a rendu à Tunis, qui était le centre de la formation des africains, des éditeurs et des libraires, où j'étais formateur. Oui. Et pendant 15 ans, j'ai enseigné dans ce centre. Et après 15 ans de loyaux services, on m'a fait une réception et on m'a offert ce trophée que j'ai aussi sur mon bureau. Donc vous voyez, c'est 3 choses qui vous tiennent beaucoup à cœur. Qui me tiennent, qui me donnent une énergie terrible. Oui. Même quand j'ai une mauvaise nouvelle au bureau, je reçois, je vois ces 3 sur mon stand, sur mon bureau, qui est un bureau magnifique, et je dis rien. Dieu merci, vous relativisez tout de suite. Et le 3e, c'est un ami à qui je me suis débrouillé pour qu'il parte au Mali et en Guinée, un artiste peintre, et qui est parti pendant 45 jours dans une pirogue où il longeait le fleuve. Il descendait avec un ami artiste africain également, et il m'a ramené ce travail qui est le penseur, oui, en bronze, et il me l'a amené il y a 20 ans. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'il m'a dit « c'est grâce à toi que j'ai découvert l'Afrique, je te ramène un penseur, des sculpteurs ». Et donc ces 3 éléments… Ce sont 3 objets qui comptent pour vous et qui sont énormément. Tout le temps sur votre bureau. Et ils comptent pour moi, et ils sont comme les vagues de la mer. Dès que je les regarde, j'ai une énergie époustouflante. Oui. L'idée déjà d'être un éditeur, c'est pas évident comme idée parce que ce n'est pas l'affaire ou le business où on gagne le plus d'argent. Et on court un gros risque, surtout que vous avez tout vendu. C'est une aventure. Absolument. Quand j'ai été voir, quand j'ai été demander un prêt à mon banquier parce que j'avais mis tout ça, qui est un ami d'ailleurs, il m'a dit « mais, monsieur Tnani, mais investissez dans la chemise, vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Pourquoi vous allez vers le livre ?» J'ai dit « le livre est important ». Il m'a dit « mais je ne vous comprends pas ». Ah ben, je lui ai dit « c'est comme ça ». Edif a marché, vous avez édité beaucoup de livres. Ensuite, vous allez fonder
La Croisée des Chemins. Pourquoi en 93 vous fondez la Croisée des Chemins? Alors, la Croisée des Voilà le Chemins, logo. c'était pour deux raisons toutes simples. J'étais dans Edif. Edif était une maison d'édition, mais elle était plus connue pour être une maison qui importait le livre français. Oui. Et qui importait les plus grands. Je travaillais, j'avais l'exclusivité de Walt Disney, États-Unis. Donc, j'avais jusqu'à 100 vendeurs dans cette maison d'édition et de diffusion. Edif, c'est édition-diffusion. Donc, j'ai trouvé que je ne me retrouvais plus. J'avais plus envie de parler avec 100 personnes le matin pour leur dire marketing, marketing. Et j'avais envie de revoir mon idée qui était lancer des éditeurs marocains et uniquement la littérature, l'essai, le roman, mais plus d'importation de livres d'autres pays. Ce qui est particulier, c'est que vous publiez pour tous les genres. Les essais, le livre d'histoire contemporaine, la politique, la réflexion philosophique, sociologie, religion, et puis les beaux livres. J'ai publié 250 beaux livres sur le patrimoine. Alors, pour ces 250, grâce à Dieu, j'ai été soutenu également par certains établissements publics. Et je vous citerai quelques-uns. C'est l'Agence du Sud, dont M. Hadji est le directeur général. On a fait plus de 7 beaux livres sur le patrimoine. On a fait un livre où on a eu les félicitations de François Hollande quand il était président. C'était l'histoire de Saqi al-Hamra par un grand professeur du Collège de France, Pierre Bande, et dans le courrier qu'on m'a envoyé, on m'a dit « Ce livre est le meilleur ambassadeur du Maroc pour parler de la question du Sahara. » Oui. Moi, ça c'était le plus bel hommage qu'on pouvait me donner. Et puis, il y avait des livres sur l'identité et la culture sahraoui, comme le Khaïma. Bien sûr, et puis il y a le livre sur l'histoire avec Sidris Liazami qu'on a fait quand il était au CNDH sur notre histoire saharienne. Oui. Avec l'opération Écouvillon, avec tout ce qui a été un beau livre. On a fait un livre, c'est unique en son genre, sur le Rif. Sur le Rif, avec plus de 42 intervenants. On a vu défiler tout à l'heure la couverture. Avant de passer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la lecture au Maroc, sur l'édition, sur la culture, sur les librairies, mais on ne peut pas ne pas parler du sport et du Raja. Comment vous en êtes venu à devenir président du Raja? Comment c'est arrivé? Parce que vous étiez dans le monde de l'édition, ça marchait plutôt bien. Bien. Tranquille. C'est ce que j'allais dire. Tranquille. Voilà, là c'est l'événement dont on parle, la déclaration par Sa Majesté Mohamed VI à l'époque prince héritier. Alors, à l'occasion de mon double titre, champion du Maroc, le Raja, et champion des clubs champions d'Afrique. Voilà. Alors, le Raja, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon père, qui était un Rajaoui, était aussi le meilleur copain avec qui il allait au cinéma. C'était le président du Raja, Lachfoubi Bouazaoui à l'époque. Et donc, moi, je le suivais, j'étais jeune, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis après, en 1972, il y a eu un monsieur qui est arrivé, il y avait Maté Bouabid qui était président. Pour nous, c'était le monument. Maté Bouabid, d'ailleurs, il y a une photo avec lui. On va le voir, oui. Et en 1972, j'étais très jeune, je commençais à peine à travailler. Il y a un nouveau président, Allah yarhamou, un homme exceptionnel, c'est Abdelkrim Ben Slimane, qui était sélectionneur unique de l'équipe nationale et qui a pris la présidence du Raja. Et qui me connaissait dans mon travail et qui m'a appelé à venir entrer avec lui dans le comité qu'il allait présenter au Raja. Et en 1972, j'ai dit oui, j'y vais parce que je l'aimais beaucoup. C'est un homme qui était avant-gardiste, qui avait des idées extraordinaires. C'est pour ceux qui veulent le connaître mieux, c'est le frère du général Hosni Ben Slimane. Donc j'ai été avec lui de 72 jusqu'en 78. Après, je me suis un petit peu retiré. Je suis retiré pour différentes raisons et j'ai continué à m'occuper de mon travail. Mais le Raja, pour ceux qui le connaissent, c'est une république bananière. Les coups d'État, c'est tous les 2-3 mois. Oui, les putsch, c'est... Et en 1980, donc moi je me suis retiré en 78, mais entre-temps, en 74, j'étais vice-président du Raja. Oui.
c'est le plus jeune vice-président, et on a remporté le premier titre du Raja, qui était champion de la Coupe du Trône 1974 devant Sa Majesté qui nous avait reçus, Hassan II, Allah yarhamou, et c'était contre le Mas. On avait gagné 1-0 et c'était le premier titre. Donc il y a une continuité, vous avez toujours été dans le Raja. Je le suis toujours, mais maintenant. Puis aujourd'hui je suis avec le vert, mais oui. J'ai quelque chose qui est vert encore. Donc ce qui fait que en 1984, il y avait le vide au sein du comité du Raja. Il y avait un grand avocat qui a démissionné, il y avait une crise, et la crise de Drf Sultan, quand le Raja éternue, c'est tout le monde qui tousse là. Oui. Alors, et personne n'a voulu prendre, alors on s'est réunis avec Feu Maté Bouabid, Abdeltef Semlali, Maash, toute la grande clique des grands avocats casablancais en disant il faut un président, il faut qu'on élue. Personne n'a voulu prendre. Et Maté Bouabid, il dit écoutez, moi, Abdelkader, tu prends la présidence. Je lui dis écoute, moi je ne suis pas. C'est un peu une mission casse-gueule. C'était une mission casse-gueule, mais j'avais un avantage, c'est que je n'étais pas connu et que je ne faisais pas de carrière politique. Donc vous n'avez rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. J'ai aimé mon club. J'ai dit je vais amener mes idées qui étaient un petit peu différentes des autres. Oui. Parce que moi, la discipline pour moi était importante. Le match, parce que je me rappelle quand j'ai pris la présidence. Oui. Et quand j'ai pris la présidence, par exemple le samedi, je recevais un coup de fil de mes d'anciens présidents et tout. Ils me disaient est-ce que tu connais la formation du club qui va jouer demain, dimanche? Non. Mais tu es fou. Le président, j'ai dit non, moi je suis président, je ne suis pas entraîneur ni sélectionneur, c'est au président, il assume. Donc voilà des petits changements qui a été. C'est peut-être pour ça que ça a marché. Et ça, alors dès que j'ai pris la présidence, ça a été une année très dure, une deuxième année encore plus dure. Mais quand j'ai pris la présidence, on était 14e sur 16. Et je ne vous dis pas, si jamais quelqu'un pense que le Raja peut tomber, je peux vous dire que Drf Sultan, il faut faire très attention. Il faut qu'il y ait des tanks de partout. Les émeutes, oui. Donc c'est comme ça que pendant 3 ans, j'ai fait la discipline, j'ai instauré une certaine discipline, une certaine rigueur. J'ai pris des entraîneurs mythiques également avec un bagage. Pour moi, c'était important qu'ils aient une compréhension de la nouvelle transformation de la technologie, de l'entraînement et tout. Et au bout de la 3e année, je suis parti. La 4e année, j'avais décidé de prendre, j'avais vu la Coupe d'Europe où j'avais un grand entraîneur, Cabrita, qui était portugais, qui a joué avec l'équipe portugaise. Et il n'a pas remporté le titre et il a été déçu. Et puis je vois ça à la télévision et tout. Et 3 jours après, je prends l'avion et je pars à Lisbonne pour lui faire signer un contrat. Difficilement, j'ai obtenu gain de cause pour 1 année seulement. Et il est venu au Maroc. Il a imposé un nouveau rythme. C'est le premier entraîneur qui a imposé 2 entraînements par jour. Ils ont fait la grève, les joueurs. Il a enlevé tout ce qui était 3 jeunes au Monada. Donc l'hygiène alimentaire. Et ça a donné les résultats qu'on connaît, ce que vous avez. Parce que là, il nous reste 15 minutes et on n'a pas encore parlé beaucoup de livres, parce que sinon on peut parler des heures du Raja. Comment vous êtes sorti du Raja après 80? Je ne suis pas sorti, je suis encore dedans. Mais vous n'étiez plus président parce que vous aviez autre chose à faire. Et puis il y avait la consécration. Je suis dans le Conseil des sages. Dans le Conseil des sages. C'est-à-dire des anciens présidents. Alors, on ne m'écoute pas toujours. mais j'imagine que vous êtes franc, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, donc vous dites ce que vous pensez toujours. Et je le dis et récemment, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 4 ou 5 ans, j'ai vu une interview où vous parliez du Raja, pourquoi ça va mal, pourquoi pour la gestion. Mais on veut parler des livres. Vous éditez des livres, plus de 2000. Pendant la pandémie, ça ne vous a pas freiné. Au contraire, vous en avez édité peut-être plus de 60 livres pendant la pandémie. Pour la pandémie, j'ai édité 125 livres. 125 livres. C'était kamikaze. Est-ce qu'on peut parler de rentrée littéraire au Maroc? Est-ce qu'on a une rentrée littéraire ou pas du tout? Alors, moi, j'ai essayé de faire une en 2014 qui a donné de bons résultats. 2014, 2015, 2016, 2017, on réunissait à peu près une douzaine d'éditeurs avec 200 titres nouveaux. Et pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que je voulais qu'il y ait une rentrée littéraire. C'est rentré dans l'esprit des gens, mais je voulais montrer qu'au Maroc, on sort des livres aussi. Oui. Parce que nous ne faisons pas beaucoup de bruit, mais comme vous voyez en Afrique, ils sortent 2, 4, 5 fois moins que nous. Oui. Et ils en parlent beaucoup plus. Donc ça a tenu jusqu'en 2000,
2019. Oui. Il y a eu la pandémie 2020, à partir de 2020, 2021. Et je pense que nous allons en faire une autre bientôt, Oui. en janvier 2023. De 2023. Mais il y a un problème parce que, oui, on dit qu'on sort des livres, mais il y a des pays beaucoup plus petits qui sortent plus de livres que nous, parce qu'il y a une tradition. Par exemple, on va prendre l'exemple du Liban, qui sont quoi, 5-6 millions? C'est le mauvais exemple que vous me donnez parce que Pourquoi? le Liban, écoutez, les Phéniciens sont passés par le Liban, l'imprimerie est rentrée au XVIIIe siècle au Liban par les frères, Oui. et l'Église également, et c'est un pays qui vend 90% de sa production aux pays arabes. Alors, ce qui fait que il produit plus que nous. Oui. Mais c'est une tradition. Nous sommes en train de grignoter. On avance. Oui, c'est une tradition. Pas à la vitesse que moi j'aurais souhaité, mais on avance quand même. On entend souvent dire que les Marocains ne lisent pas et qu'ils lisent de moins en moins. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi? Si c'était vrai, il y a longtemps que j'aurais fermé d'abord. C'est la question. Lire pour lire. Il faut leur donner des endroits où lire. Donc on n'a pas d'endroit. On n'a pour pas lire. d'endroit. Vous aviez donné des éléments. chiffres, oui, concernant les librairies qui m'ont choqué, moi. Il n'y a pas, au Maroc, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques municipales. Oui. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je suis à Rabat, c'est la capitale. Ziane. Je suis de la capitale économique. C'est le moteur du Maroc. Il n'y a pas de bibliothèque. Pour que les Marocains, les 5 millions d'habitants de Maroc, À peuvent Casablanca. aller à Casablanca. Ça, c'est un drame. On a la chance d'avoir la Bibliothèque nationale ici, qui est un lieu magnifique. Oui, mais est-ce qu'il faut se déplacer de Casablanca pour venir à Rabat? Les Non. gens ne se déplacent pas que de Casablanca, ils viennent de Oujda, ils viennent de... Et pourquoi pas Casablanca ne peut pas être le centre de... On a 21, au niveau des préfectures, on en a 21. On ne peut pas avoir 21 bibliothèques. Oui. C'est très simple. Oui. On a la région de Casablanca, la région Casablanca-Stade est une région assez riche. Oui. On peut avoir des bibliothèques. On n'a pas de librairie Il y suffisamment. a un problème pour les librairies parce qu'on a régressé au lieu d'évoluer, parce qu'en l'espace de 15 ans, vous avez dit qu'il y a moins, 40% de moins de librairies. 65 Il y en a librairies. combien aujourd'hui à 60 Casablanca? 65 librairies en 1987, Oui. à l'occasion du premier salon de Casablanca du livre. Oui. On est actuellement 20. Alors, 20. Alors, le libraire, c'est un métier. C'est un métier. Est-ce que les libraires qui existent aujourd'hui sont de véritables libraires? Parce que Pas tous. c'est des conseillers, c'est des... Moi, j'ai un fils. C'est pas un commerçant. Moi, comme j'ai un autre. fils qui, après son bac, il a choisi les métiers du livre, parce que moi, j'étais dans... Et il est un des rares diplômés des métiers du livre, avec un master en communication, 1, 2 et tout. Il a travaillé dans un grand groupe français Oui. de libraire et il est revenu au Maroc. Mais il faut qu'il y ait plusieurs diplômés de la librairie. Il faut qu'on n'en fasse pas un vendeur de livres, Exactement. mais un homme qui aime le livre, qui l'adore, qui est passionné. Maintenant, il y a un nouveau mouvement qui est chez nous très intéressant, il faut le signaler, c'est qu'on a quelques librairies à Casablanca et à Rabat qui faisaient des signatures. Maintenant, il y a plus d'associations qui font des signatures de présentation des livres dans certains quartiers de la ville, Oui. soit à Casa, soit à Rabat. Oui, oui. Il y a 3 villes qui font cet événement-là, Casa, Rabat et Marrakech. Moi, je souhaiterais, et je pousse d'ailleurs beaucoup d'amis, qu'il y en ait un peu partout dans toutes les... Et je vous assure que on a fait, nous, une expérience avec 3 livres, on en a vendu beaucoup plus dans ces signatures. Oui. Chaque signature, il y avait 20 livres qui partaient, 25. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, il y avait tous les jours, enfin pas tous les jours, chaque semaine, il y avait au moins 2 signatures à Khalila Dimna, à livre-service. Moi, j'étais à la fac à l'époque, et il y avait les plus grands écrivains marocains ou Maintenant, il n'y a étrangers plus qui que venaient. Khalila Ouadimna. Il n'y a plus que Khalila Ouadimna. Mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Vous avez dit que le problème n'est pas qu'un problème de moyens, parce qu'il y a un problème, c'est que la lecture, ça commence tout petit. Absolument. On va pas apprendre on va pas donner l'envie de lire à quelqu'un qui a 16 ou 17 ans. Donc c'est dans les écoles. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Dans les écoles, c'est le grand drame. Moi, je souhaite, parce que je ne peux pas condamner ni juger, moi je pense que c'est quelqu'un que je connais personnellement, avec qui j'ai une très profonde amitié, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Moi je pense que ce n'est pas évident, mais il détient, si on peut rentrer. Moi j'ai ma femme qui fait du livre pour enfants, et elle va dans les
les coins les plus reculés du Maroc. Elle revient avec beaucoup de bonheur. Mais si on mettait un peu plus d'énergie et de temps pour apprendre à ces jeunes enfants dans les écoles publiques qui sont aux alentours des villes, comme Casablanca, Rabat, Meknès, je peux vous assurer qu'on changera, mais en 25 ans. Oui. En 5 ans, on changera la donne parce Oui. que les Marocains, ils ont d'abord soif de lecture, Oui. ils ont envie de lire, ils ont envie de quitter leur milieu qui est un petit peu difficile pour différentes raisons, mais il faut les aider. Bien sûr. Il faut qu'il y ait, le livre doit rentrer à l'école dès le plus jeune âge, et pas n'importe quel livre. Oui. Parce que le livre aussi, c'est un problème. On t'en dit, quand vous avez des livres qui sont dans l'école publique où la fille doit aller à la cuisine Oui. et le garçon faire jouer le match de football, ça n'a pas de sens. Oui, en plus, c'est ce sont fini. des lectures qui conditionnent. Si on peut voir, parce que vous en avez fait des rencontres, des batailles, il y a beaucoup de photos que vous nous avez eu l'amabilité de partager avec nous. On vous voit dans différents événements, que ce soit avec Là, par exemple, c'est le Salon du Livre. Ça, c'est la première et unique fois où Sa Majesté Mohamed VI est venu en 2006. Oui, Rentrer dans inaugurer le Salon du Livre de Casablanca en 2006. d'accord. Ça, c'était à l'époque de le ministre Ash'ari. Pour moi, je vais vous dire une Oui. petite chose qui me fait plaisir. Peut-être que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais je le dis quand même. C'est je n'étais pas dans le parcours officiel. D'accord. Et Sa Majesté avait demandé à ce qu'il vienne voir mon stand. D'accord. Moi, pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait. Et on m'a même chronométré combien de temps il était resté dans mon stand. Il était resté 12 minutes. Oui, Voilà. 12 minutes, c'est pas rien. C'est pas rien. Si on peut voir d'autres photos, et puis Seret Nani va nous les commenter parce que c'est des. Celle-là, c'est avec Moulay Rachid, Moulay Rachid, où je et présentais du un temps, livre sur Casablanca. Monsieur C'était Himish le était premier ministre avec à M. l'époque. Himish, Oui. M. Boubacar Mazouz. Celui-là, c'est un livre qu'on a offert à Moulay Rachid. Et dans ce livre, une des premières photos qu'on lui a montrées, c'était prise par Maradji, c'était Moulay Rachid Saba, quand il avait 7 jours. Oui, Ça lui a fait oui. beaucoup de... Il y avait beaucoup d'émotions dans cette photo. Le temps de Fatouri Jabran. Fatouri Et Jabran. puis il y a d'autres photos parce que vous travaillez aussi beaucoup avec. Ça, c'est avec André Hazard. Ça, c'est les beaux livres. Une partie de mes beaux livres que j'ai faits. Et qui sont... Ça, c'est avec l'ancien Maté Bouabid, qui était président aussi, président du Raja, Oui. et qui est venu au Salon du Livre parce qu'il m'appréciait, il aimait aussi ce que je faisais. Qu'est-ce que vous pensez justement du Salon du Livre tel qu'il est organisé aujourd'hui et que son déplacement de Casa à Rabat, il y a des idées qui germent, il y a des choses qui peuvent apporter un plus pour les deux villes? Oui. Moi, j'ai trouvé que le salon de cette année est un salon exceptionnel. On a eu un ministre. Ça, c'est une photo sur mon stand qui représentait l'Afrique. On va revenir à cette photo parce que vous l'avez choisie pour le triptyque, oui. Voilà. Et ça, c'est les photos, c'est les auteurs des écrivains africains. Que vous avez édité. Que j'ai édité et sur lequel maintenant je continue à avancer pour qu'on puisse, de Casablanca, on passe par Nouakchott, par Dakar, par Abidjan. Et ça, c'est le centre où j'ai eu cette reconnaissance. C'est le centre de la formation des études des éditeurs et des libraires africains. Et on faisait des formations pour ces gens. Et parmi ces gens-là, il y a plusieurs qui ont été formés, qui sont devenus ministres de la culture dans leur pays respectifs. Dans leur pays. Alors, le Salon du Livre tel qu'il est organisé aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Celui de 2022, oui. Magnifique. Magnifique. Ah oui, même si il a été déplacé de Rabat, de Casa Rabat, ça ne vous a pas dérangé? Écoutez, moi je plaide pour qu'il y ait 2 salons. 2 salons? 2 salons, un à Casablanca et un à Rabat. Oui. J'essaie de convaincre mon ministre, qui est très sympathique, qui m'écoute, oui. et il lui manque juste le nerf de la guerre, oui. et il est en train de me le dire, il est en train de discuter, je lui fais confiance, et je pense qu'on aura, Inch'Allah, pour 2023, à 6 mois d'intervalle, 2 salons. Vous avez proposé, il reste très peu de temps malheureusement, aussi il y a une idée qui n'est pas difficile à concrétiser, celle de créer chaque année 5 nouvelles librairies. Où en est cette idée? Je poursuis mon idée. Oui. Je suis assez têtu. Et puis j'ai la chance d'avoir un ministre qui écoute et qui analyse. Et je pense que 2023, on aura 5 librairies. D'accord. On va passer à une rubrique très importante, celle de triptyque. Vous avez choisi des photos et qu'on va commenter. On voit la rubrique triptyque et les photos que M. Retnani a choisies.
La première photo que vous avez choisie, M. Retnani, c'est là, c'est avec les écrivains africains que vous éditez. Oui. Et on peut la voir ici, plus claire, en grand, elle est là. Ben, moi, je suis très heureux parce que un de mes objectifs, c'est d'aller vers l'Afrique, c'est l'orientation que Sa Majesté nous a tracée. Oui. Et moi, je suis cette ligne et j'y vais, j'avance. Et je pense que le Maroc, dans les 2 années qui viennent, va être vraiment sur le plan éditorial en Afrique. On est déjà respecté, reconnu. Oui. Mais je ne voudrais pas qu'on respecte comme sur Ethnani, ou là, la croisée des chemins, je voudrais qu'on respecte l'édition marocaine. Oui. Qu'on se bat aussi pour la qualité de l'édition marocaine. Et je pense qu'on va y arriver parce qu'il y a quelques-uns qui se battent. Et nous avons, je le dis encore, et je ne le répéterai jamais assez, nous avons un ministre qui nous suit dans ce sens. La deuxième photo, c'est un journaliste français Oui, j'ai donné le nom tout à l'heure, j'ai un trou de mémoire. Oui. C'est, alors, ce monsieur, c'est le patron, c'est lui qui a créé l'événement du jeudi en France. C'est un hebdomadaire. Et là, j'étais avec lui, on avait fait une croisière dont la thématique m'intéressait beaucoup parce que j'adorais tout ce qui était flibuste. Et c'était les corsaires dans les Caraïbes. D'accord. C'est Kahn, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, d'accord. Qui est écrivain, qui est journaliste, qui est encore vivant et qui était un ami. Et on avait fait une croisière de 10 jours avec la thématique sur la flibus dans les mers des Caraïbes. Et c'était une semaine extraordinaire. Et je vous dis, ça remonte à... C'est pas lui qui était le patron de Marianne? C'est le patron de Marianne, voilà, c'est le premier patron. Et cette photo date de 1992. Troisième photo. Oui, non. Avec Feu Bouabid. Oui, ça on l'a vu avec Feu Bouabid. Et il y avait une troisième, je pense. C'est les 3 qu'on a choisis, qu'on a repris. Ah, vous avez choisi, parce qu'il y avait une qui était très intéressante, mais c'est pas grave, c'était la photo que j'ai amenée quand j'ai amené mes enfants au Capitole à Washington, et je les ai fait rentrer à la bibliothèque du Capitole, et ils avaient vu des livres appartenant à leur papa. Ah oui, on va continuer la discussion. Il nous reste 2 minutes. Et puis, si en régie, on peut trouver la photo avec les enfants, on peut la retrouver. Alors, vos livres sont magnifiques. Non, ils sont magnifiques. Et puis, ils dépassent les frontières marocaines et même africaines. Et puis, dernièrement, un livre que vous avez édité, celui de Lubna Siraj, pourvu qu'il soit de bonne humeur, a eu le prix Orange du livre en Afrique, et vous venez de me dire qu'elle a eu un autre prix. Elle a eu un autre prix par l'université. On peut voir la couverture. Oui, elle a eu elle est partie ce matin à Philadelphie. Et là, on a eu un prix pour le film de la fiction pour 2022. Et l'université de Philadelphie, il y a une association africaine-américaine qui l'a invitée pour faire une présentation à l'université de Philadelphie. Pour le livre, celui-là. Pourvu qu'il soit de bonne humeur, qui est sorti. Et on a fait, ça c'est la 2e édition, mais nous avons fait la 3e. Donc c'est le livre marocain, l'édition marocaine. Ça c'est la réponse à ceux qui disent que les Marocains ne lisent pas. Oui, alors malheureusement, il y a tellement de choses à dire, mais on est arrivé à la dernière rubrique. Il y a eu quelques prix aussi que la croisière a glané. Oui, vous avez gagné des prix. On a gagné des prix. J'ai eu en 2018 le prix le plus prestigieux de Pékin sur la mondialisation par Fathallah Wal-Alou. J'ai eu un prix sur le livre, le prix qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai répondu après l'attentat de Charlie Hebdo en disant que les musulmans, l'islam, j'ai pris 30 écrivains marocains où on a combattu que c'est-à-dire ne nous donnez pas ce qui nous sommes. Et j'ai eu en 2016 le prix de la presse italienne, qui est une presse merveilleuse, d'une rigueur extraordinaire, parce que ça n'aurait pas été les Français qui me l'auraient donné. Donc c'était le prix de la cité des journalistes à Rome. Avant de passer au chef-d'œuvre, je vais poser une dernière question. À l'ère du numérique et de l'audio, est-ce que le livre risque de disparaître un jour? Il n'est pas en danger. Donc, le numérique est complémentaire. Il nous facilite la tâche. Mais moi, je suis éditeur. J'arrive pas à lire des manuscrits. Je peux lire 4 pages, 5.
Mais si je n'ai pas le papier, je n'arrive pas à lire. C'est le papier, le support. Rien ne remplacera le support papier. Gutenberg n'est pas mort. On va découvrir le chef-d'œuvre qu'a choisi Abdelkader Retnani et qu'il a choisi de partager avec nous. Alors, ce n'est pas n'importe quel chef-d'œuvre. On va écouter. La flûte enchantée de Mozart. Pourquoi cet opéra magnifique? C'est un souvenir extraordinaire pour moi. Et je vais vous dire, c'était l'année du Maroc, pour l'année du Maroc en France, en 1999. Et je venais de faire un livre, et j'étais au Salon du Livre, c'était en mars 1999. Et ma femme qui a acheté au marché noir pour le spectacle de la flûte enchantée à l'Opéra Garnier, ça partait très vite et il fallait être à 20 heures. L'opéra, vous ne pouvez pas rentrer à 8h15. Oui. 8 heures, c'est 8 heures. Et elle est venue me chercher en taxi au salon et elle me tirait. Moi, j'étais en négociation avec un grand éditeur à qui je cédais des droits sur un livre qui s'appelle La Médersa de Marrakech. Et j'ai concrétisé cette opération de vente, de cession, en se tapant la main et ma femme me tirait d'un côté et l'autre me claquait la main. Et ça a été un moment extraordinaire. Et à chaque fois que je retrouve la flûte enchantée, je suis un homme heureux. Oui, c'est un opéra magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Retnani, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous votre parcours, vos souvenirs. Avant de finir, je montre ce livre, Rabat, capitale culturelle de l'Afrique et du monde islamique, paru en 2022. Et préfacé par le ministre de la Culture, Sinadi Ben Saïd. D'autres livres suivront, je sais. Oui, il y en a toutes les semaines, on sort des livres, vous sortez des livres. On va arrêter momentanément parce qu'il y a la Coupe du Monde. Oui, mais vous allez reprendre par la suite. Mais on reprend juste... Mais il y a un livre sur le Raja dans le pipe aussi. Absolument. Un beau livre. Absolument. Merci beaucoup, M. Abdelkader. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.